Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien le bonjour à vous tous qui nous écoutez, qui êtes branchés pour cette nouvelle émission du Média de l'Histoire. Dans l'épisode précédent, Esclavage, Haïti et les Antilles, nous avions évoqué quelques-uns des mauvais traitements que les colons européens faisaient subir aux Africains déportés et mis en esclavage dans les colonies. Nous avions aussi parlé des ordonnances de la couronne et du code noir réglementant l'esclavage, les punitions que les maîtres faisaient subir à leurs esclaves. Malheureusement, ces règlements étaient restés lettre morte, puisque les juges et magistrats étaient eux-mêmes, pour la plupart d'entre eux, des propriétaires d'esclaves. Pour mieux comprendre le problème, nous allons aborder aujourd'hui l'affaire Lejeune, un riche propriétaire de café à Plaisance dans le nord de l'île de Saint-Domingue. Étant donné que les ordonnances permettaient aux esclaves de rapporter à la justice les atrocités commises par les maîtres durant les punitions, quoique dans la majorité des cas, il n'y avait aucune plainte de portée, de peur de représailles. Mais cette fois-ci, 14 esclaves ont pris leur courage à deux mains et rapportèrent la chose par devant la justice, tellement l'affaire était grave. Au fait, que s'est-il passé? Nicolas Lejeune, dans les années 1788, croyant perdre ses esclaves par empoisonnement, fit mettre à mort 4 d'entre eux qu'il soupçonnait d'en être les responsables. 2 autres femmes furent aussi torturées par le feu pour les faire parler. On leur brûlait les pieds, les jambes et les cuisses, tout en leur ôtant et mettant alternativement un bâillon étroitement serré. Notons que le sieur Lejeune, dans ses mémoires de Nicolas Lejeune, 1788, et aussi dans les notes historiques de Saint-Domingue, de Moreau de Saint-Méry, on retrouve que le père de Lejeune avait perdu par le poison 400 nègres en 25 ans et 52 seulement en 6 mois. Lui, Nicolas Lejeune, en moins de 2 ans, avait perdu 47 nègres et 30 mulets. Malgré que le sieur Lejeune eût menacé tous ses esclaves, tous ceux qui parlaient français, de les tuer sans pitié s'ils osaient le dénoncer, 14 nègres de son atelier s'étaient rendus au Cap français, aujourd'hui Cap haïtien, pour se plaindre au juge de la conduite infâme de leur maître. Les magistrats enquêteurs, M. Couet de Montagrande, conseiller de la sénéchaussée de Plaisance, accompagné du substitut du procureur du roi et du prévôt de la maréchaussée, se rendirent sur l'habitation Lejeune pour faire enquête. Ils conclurent à la véracité des propos des plaignants. Les 2 femmes au bord du trépas respiraient encore. Elles étaient toujours enchaînées et leurs jambes tellement brûlées qu'elles rentraient déjà en décomposition. Les enquêteurs remarquèrent aussi que l'une des femmes avait un collier de fer si serré au cou qu'il lui était impossible d'avaler quoi que ce soit. Le jeune persistait et soutenait qu'elles étaient coupables des empoisonnements qui se produisaient sur son habitation depuis un certain temps. Et pour preuve de son affirmation, présenta aux enquêteurs une boîte saisie sur elle, renfermant, disait-il, le poison qui a été utilisé. À l'ouverture de la boîte, l'on y a découvert que du tabac et des crottes de rat. Tous les faits militaient contre le jeune et son cas s'étant aggravé par la mort des 2 femmes. Il avait donc jugé prudent de disparaître avant qu'il ne soit arrêté. Les 14 esclaves furent convoqués de nouveau pour témoigner et maintinrent leur déclaration initiale. Tout annonçait des poursuites sérieuses et c'est alors que l'on se rend compte que les lois restaient impuissantes face à ces riches colons esclavagistes. Du coup, tous les secteurs influents de la société blanche se rangèrent derrière le jeune. Au mois d'août, messieurs de Vincent et Barbé de Marbois, gouverneurs et intendants de la colonie, écrivent: Dès
le 23 mars, une requête nous avait été présentée par les habitants du quartier de Plaisance, non les moins estimables, en faveur du sieur le jeune, demandant que ces esclaves reçurent chacun 50 coups de fouet pour l'avoir dénoncé. Depuis, la Chambre d'agriculture du Cap nous a fait écrire et demander que le jeune fût simplement expulsé de la colonie. Nous avons enfin une lettre de 70 habitants de la partie nord dans le même sens. Et nous savons qu'on fait des instances pour engager le cercle des Philadelphes à intervenir auprès de nous. Il semble, en un mot, que le salut de la colonie tienne à l'absolution du sieur le jeune. Aucun juge ou magistrat ne voulait porter la responsabilité de condamner le jeune, quelle que soit la preuve concluante contre lui. Après un délai relativement long, le tribunal acquitte le jeune et déclare le dossier contre lui nul et non avenu. Le procureur général va poursuivre un appel devant le Conseil supérieur de Port-au-Prince. Mais ceci n'a fait que déplacer les intrigues dans cette ville où elles reprennent plus activement que jamais. Le doyen du Conseil est nommé d'office par l'intendant rapporteur de l'affaire. Mais le jour venu, craignant ne pas obtenir de condamnation, il s'abstint de siéger. Le Conseil acquitte de nouveau le jeune. Une fois de plus, on peut constater la solidarité qui existe entre les colons blancs en face de leurs esclaves. Les mauvais traitements continuèrent de plus belle, puisqu'aucun magistrat ne pouvait faire appliquer la loi quand il s'agissait d'une affaire entre blancs et esclaves noirs. Nous allons passer maintenant en revue quelques mauvais traitements et tortures que l'on faisait subir aux esclaves. La plus courante étaient les coups de fouet, d'ailleurs reconnus par le Code noir, appelé du surnom de tailler. En effet, le fouet entaillait la peau de l'esclave. On faisait aussi subir à l'esclave le supplice des 4 piquets, c'est-à-dire qu'on l'attachait par terre à 4 piquets pour le fouetter. Si on l'attachait à une échelle, c'était le supplice de l'échelle. S'il était suspendu par les 4 membres, c'était le hamac. Par les mains seulement, c'est la brimbale. Il faisait balancer l'esclave à coups de fouet. Vous pouvez toujours vérifier mes dires dans le livre La société et la vie créole sous l'Ancien Régime, 1629-1789. Parfois, le fouet était remplacé par la rigoise, grosse cravache faite de nerfs de bœuf ou par des lianes, branches souples et pliantes. C'est de là que viennent la mauvaise habitude de certains de nos compatriotes de corriger leurs enfants avec la rigoise, sans oublier les frères de l'instruction chrétienne à qui on avait confié l'instruction de nos enfants. Les maîtres pouvaient enfermer l'esclave au cachot, les mettre au carcan en leur appliquant sur la bouche un bâillon bien assaisonné de piment. Ils attachaient aussi l'esclave par l'oreille avec un clou, puis on leur coupait l'oreille. Jean-Baptiste du Tertre rapporte même une anecdote d'un pauvre noir qui avait déjà perdu une oreille et qui fut condamné à perdre l'autre. Alors, il se jeta aux pieds du gouverneur pour le supplier de la lui laisser parce qu'il n'aurait plus d'un doigt pour garder son bout de cigarette. Pour continuer avec les mauvais traitements qu'on faisait subir aux esclaves, citons les fers aux pieds et aux mains, la boise ou pièce de bois que l'esclave était obligé de traîner avec lui, le masque de fer blanc pour l'empêcher de manger la canne dans les champs. Imaginez donc la souffrance avec un masque de fer au visage sous le soleil, la sueur, la chaleur, les fourmis qui pouvaient s'infiltrer dedans, et j'en passe. Certains colons mettaient l'esclave à la barre, qui était une poutre percée de trous et placée à l'extrémité d'un lit où l'on enfermait les jambes du condamné à la hauteur des chevilles. De là, ils prenaient plaisir à lui brûler la plante des pieds. Il y avait aussi le supplice du collier réservé surtout, je cite, « aux négresses soupçonnées de s'être fait avorter
qu'elles ne pouvaient quitter ni le jour ni la nuit jusqu'à ce qu'elles eussent donné un enfant à leur maître. Ceci est tiré de Voyage d'un Suisse en différentes colonies. On trouve aussi cette référence dans Saint-Domingue, la société et la vie créole sous l'Ancien Régime. Un exemple classique que je ne saurais manquer de raconter ici, celui de ce malheureux cuisinier qui, pour avoir manqué un plat, subit sur l'ordre de sa maîtresse cet épouvantable martyre. Je cite: « J'ai vu un habitant nommé Chaperon, écrit Bossu, dans ses nouveaux voyages aux Indes occidentales, qui fit entrer un de ses nègres dans un four chaud où cet infortuné expira. Et comme ses mâchoires s'étaient retirées, le barbare Chaperon dit: « Je crois qu'il rit encore. » Nouveau voyage des Indes occidentales, 1768. Lettre écrite du Cap-Haïtien le 13 février 1751. Certains colons torturent leurs esclaves en leur brûlant le sexe avec de la graisse chaude, la cire chaude, du sirop chaud, etc. Certains forcent l'esclave à fouiller son trou devant tous les autres et il va y être enterré jusqu'au cou. Sa tête va être enduite de sucre, de sirop pour que les mouches et les fourmis viennent le tourmenter et le faire souffrir. Ceci a été introduit à Saint-Domingue par un colon blanc, barbare blanc, dans la zone de Port-de-Paix. Cette information se trouve dans le livre de Benjamin Froissart, La cause des esclaves nègres. Dans d'autres endroits, on attachait l'esclave nu au bord d'un lagon pour que les bigailles et les moustiques puissent le dévorer. Moreau de Saint-Méry, dans Lettres, Mémoires et Notes historiques, écrit qu'un colon fonce sur ses esclaves et commence à leur arracher des morceaux de chair à coups de dents. Il y a tellement de choses à dire et à raconter qu'il serait bon à ce que les afro-descendants fassent leurs propres recherches et de constater par eux-mêmes l'ampleur des tortures que les colons faisaient subir à leurs ancêtres et qu'on leur a cachées au cours des siècles. Même sur les habitations les moins cruelles, la peur était toujours présente. Stanislas Saint-Foix, un des plus riches planteurs de la colonie, fit clairement comprendre dans ses instructions aux gérants de ces nombreuses habitations sucrières. Il imposait la nécessité de développer un art de châtiment. Les châtiments lents, font plus d'impression que les vives. 25 coups de fouet donnés en un quart d'heure en suspendant le châtiment à 2 ou 3 reprises pour entendre les raisons qu'allègue toujours le malheureux sont plus sensibles que 50 coups donnés en 5 minutes et altèrent moins sa santé. Ceci est important, surtout dans les grands châtiments. Haïti, naissance d'une nation, à la page 96 et 97. Qui maintenant aura donc l'audace de venir me raconter que Macandal, Boukman, Dessalines et les autres ancêtres étaient des barbares et des sauvages? Qui donc? Quand ils se sont réfugiés dans leur spiritualité ancestrale pour chercher force, courage, se libérer de l'esclavage ainsi que leurs descendants, et maintenant, vous voulez à cause de cela me faire croire qu'ils étaient des sauvages. Mais voyons donc. Je crois qu'il est temps de briser aussi les chaînes de l'esclavage mental et que la vérité prenne place au grand jour. Je vous laisse sur cette réflexion pour que vous puissiez y méditer en toute conscience. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-y un like, un petit pouce vers le haut, partagez-la avec vos amis dans vos groupes d'intérêt et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Merci à vous tous et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.